Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans Le Monde en 7. Nous sommes le samedi 5 novembre 2022. On va faire le tour d'horizon de quelques sujets qui ont été marquants pour nous dans l'actualité de la semaine. Nous serons du côté du Sénégal pour évoquer le procès Sonko. L'opposant a été auditionné par la justice. Nous irons ensuite du côté du Burkina Faso et du Mali. Le capitaine Traoré à l'école de Goïta. Et en deuxième partie, on va parler du Togo avec le lancement des grands travaux de protection de la côte et puis cette grâce présidentielle accordée à 364 prisonniers. Pour évoquer ces sujets, je suis sur le plateau avec Yao Eklo Nokounou, président du Ton de la jeunesse patriotique. Monsieur Nokounou, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Samuel, et bonsoir à tous vos collaborateurs, à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Nous serons rejoints d'un instant à l'autre par Georges Hérault, qui est acteur politique du Cercle des leaders émergents. Mais direct oblige, on doit donc devoir commencer. Nous sommes du côté donc du Sénégal. Le Sénégal, on le sait, c'est une affaire qui a secoué l'opinion sénégalaise il y a quelques mois. L'affaire de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol par une employée d'un salon de massage à Djissar. Eh bien, l'affaire n'est pas encore finie. L'opposant a été auditionné cette semaine dans le cadre justement de cette affaire qui continue devant la justice. On va écouter l'opposant Ousmane Sonko et puis ses avocats avant de venir pour le débat. Si nous décidons de nous battre, nous assumons. Advienne que pourra. Nous n'en sommes pas là, chers compatriotes. Et c'est pourquoi je vous demande solennellement de vaquer à vos occupations, de ne pas venir chez moi, ni au tribunal, de ne pas vous attrouper, parce que c'est une procédure ordinaire. Ça ne se jouera pas demain. Nous n'avons pas à tomber dans le piège de Macky Sall. Ce monsieur est fini. Il lui reste 16 mois à la tête de ce pays et il partira. De l'opposant, les avocats d'Ousmane Sonko. Il a répondu à toutes les questions qui ont été posées par le doyen de justice. Il a, comme vous l'imaginez d'ailleurs, contesté les faits et il a démonté l'accusation. Il a fourni toutes les preuves de son innocence et cette audition était une audition classique. C'est tout à fait normal dans le cadre d'une procédure pénale. Qui estime que l'opposant a prouvé son innocence. Yao Eklo Nokounou, cette affaire, pour vous, aujourd'hui, quand on écoute quand même Ousmane Sonko, il semble être plutôt sur la piste d'une affaire politique. Est-ce que vous pensez également qu'il se peut que cette affaire, au lieu d'être juste une affaire de droit commun, puisse avoir des relents politiques? Non, mais écoutez, monsieur Samuel, ce n'est pas étonnant du tout. Vous comprenez, ce n'est pas du tout étonnant. Et même si c'est une affaire politique, que ce soit politique ou de droit commun, je crois que l'opposant lui-même, il a prêté le flanc. Hein. Il a manqué de prudence, il a manqué de vigilance, il a manqué bon, enfin, bref, il s'est laissé vulnérable parce que nous savons le monde politique ce que c'est. Et ma foi, je crois que il n'est pas un acteur politique naïf. Qui ne sache pas comment poser ses pas, parce que il faut aussi remarquer que sous d'autres cieux, il y en a de tels faits pires que l'on reproche à des partisans au pouvoir, mais qui n'ont jamais répondu devant les tribunaux. Et donc, du coup, ceci révèle que lorsque vous êtes opposant en Afrique, bon, il n'y a pas qu'en Afrique, dans le monde, il faut savoir être prudent, être vigilant et comment marquer, poser ses pas, etc. pour ne pas tomber dans des pièges. Qui sait si ce n'est pas un piège qui lui a été tendu. Et cette affaire n'est pas vraiment différente de celle de Dominique Strauss-Kahn. Vous comprenez? L'ancien directeur du FMI. Du FMI, vous comprenez. Donc, c'est en cela que être
un homme public, c'est une lourde responsabilité. Mais en fait, le piège dont vous parlez, il se situe où? Parce qu'on sait que Ousmane Sonko, il disait qu'il avait des problèmes de dos, qu'il lui a été prescrit de faire des massages, et donc c'est pour ça qu'il allait dans ce salon pour faire des massages. Vous pensez qu'il aurait pu être beaucoup plus prudent, ne pas aller faire ces massages qui sont juste quelque chose de classique? Ah ben, monsieur Samuel, aller faire ces massages, ce n'est pas un problème. Ça fait combien d'années qu'il fait ces massages? Et que c'est tout brusquement comme ça, bon, hein, qu'il y a une plainte contre lui pour harcèlement, etc. Non, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ma foi, je crois qu'il a manqué de vigilance. Il a manqué de prudence et c'est ce qui le rattrape maintenant. Et j'ose croire que lui-même, qu'il aurait déjà tiré toute leçon. Il aurait déjà tiré toute leçon et aussi ce n'est pas étonnant si c'est le salon qu'il a toujours l'habitude de fréquenter. Alors donc si entre guillemets, si c'est si c'est un montage, si c'est une planification contre lui, ça veut dire que les situations s'y prêtent bien pour que cela réussisse. Donc il est un acteur politique et en tant qu'acteur politique, ma foi, je crois que, je le dis, j'insiste, la vigilance et la prudence sont vraiment de mise. Nous étant des acteurs à l'extérieur, avec précision, nous ne pouvons pas dire que c'est un montage, c'est un coup, c'est un montage contre lui, ou qu'il aurait réellement posé l'acte. Vous comprenez? On ne peut pas, nous ne pouvons pas dire maintenant si réellement il a posé l'acte ou si c'est un montage contre lui. Mais tout compte fait, c'est que voilà une affaire comme ça qui l'accable. Et ma foi, dans l'un ou l'autre cas, il a toujours manqué de vigilance et de prudence et c'est ce qui le rattrape. Alors, on sait que Ousmane Sonko, lors de la dernière présidentielle au Sénégal, c'était le troisième homme. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui il faut quand même blaguer. C'est un candidat très sérieux qui s'est déjà déclaré pour la présidentielle 2024. Est-ce que finalement, cette affaire ne constitue pas un peu une sorte d'épine dans sa chaussette aujourd'hui? Une sorte d'épine? Bon, écoutez, monsieur Samuel... il faut aussi remarquer que vous voyez l'ambiance politique au Sénégal actuellement est un peu tendue, un peu crispée et vous connaissez la position de monsieur Sonko en question. Et donc je crois que si c'est une manœuvre pour l'écarter, je crois que lui-même, il a prêté le flanc, il a donné l'opportunité, il a donné l'occasion. Bon, même si, vous voyez, un procès qui s'est ouvert très rapidement, alors que il y a des situations, il y a des dossiers qui existaient, dont le procès, on ne s'est pas précipité pour organiser un procès, mais le concernant, bon, voilà, très rapidement, il y a un procès et il y a un verdict qui va tomber et c'est un verdict, ma foi, qui dira tout. Qui va tout confirmer si véritablement c'était pour l'écarter de la course ou si c'était pour une mise en garde. De toutes les façons, c'est un acteur politique et il y a des enjeux politiques derrière. Peut-être également que rien ne nous étonne, que c'est une forme de pression. C'est une forme de pression sur lui pour des négociations en sourdine, des négociations de manière à ce que certaines conditions lui soient posées. Bon, soit vous acceptez ceci, cela, et donc, bon, le procès, on va faire, et puis on va déclarer, et puis tu seras blanchi. Mais ça veut dire que tout compte fait, c'est quand même un adversaire très sérieux. Absolument. Quelqu'un qui sort troisième d'une élection présidentielle, ben, c'est un adversaire, et quelqu'un qui est aussi très dynamique, vous savez, qui est très dynamique, et donc, ma foi, si c'est une manœuvre, parce que moi je pose toujours les conditions, si c'est une manœuvre du pouvoir de monsieur Macky Sall, ça veut dire que s'ils en sont arrivés là, c'est que monsieur Sonko constitue vraiment je ne vais pas parler de menace, mais constitue un poids qui puisse vraiment peser dans la balance pour ce qui concerne cette démarche là du président Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat.
Et donc, il faut chercher, il faut trouver toutes les solutions possibles pour faire blocage, pour faire stopper tout ce qui pourrait constituer influencer une entrave à cette démarche du président Macky Sall, qui, ma foi, Monsieur Samuel, ce n'est pas le sujet, mais néanmoins qui, ma foi, je dis qui n'honore pas, qui ne lève pas le président Macky Sall lui-même au regard. On va revenir à ça tout à l'heure, mais vous vous rappelez déjà en mars 2021, lorsque l'affaire Adji Sarr a été soulevée, lorsqu'il s'est agi de convoquer Ousmane Sonko, on a vu les violences auxquelles on a assisté à Dakar, 13 morts. Cette fois-ci, pour son audition, Ousmane Sonko a appelé la population au calme. Vous pensez que ça a été une posture de sagesse pour lui? Une posture de sagesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, monsieur Samuel. Sûrement que ceci est initié pour donner la possibilité à des négociations. Alors donc, sûrement qu'il y a eu des communications, il y a déjà un décor qui est planté, et donc en ce sens-là, les déclarations de l'opposant de M. Sonko également pourraient nous orienter, nous édifier sur la situation qu'il y a. Parce que si dans un passé, comment dirais-je, récent, si dans un passé récent, c'était tout autre, où c'est la population qui a été invitée à réagir, mais aujourd'hui, au contraire, ils demandent aux citoyens de garder leur calme. Alors donc, ça veut dire que il faut vraiment observer la situation et savoir comprendre que non, il y a des discussions qui sont entre politiques, qui sont en sourdine. Bon, maintenant, on attend de voir la finalité. On attend la finalité de tout ceci là, et on appréciera également si M. Sonko reste vraiment ferme, déterminé dans sa posture, et dans son engagement, dans son ambition d'opposant, de monter à la tête du pays, ou si à un moment c'est un autre discours qui serait servi, et ce discours qui va, à la suite de ça, qui va favoriser que le projet de M. Macky Sall aboutisse. On attend de voir à quoi tout ceci conduirait. Il a dit, quand on l'a écouté tout à l'heure, ne tombez pas dans le piège de Macky. Alors, ça veut dire que pour lui aujourd'hui, il pense que peut-être le fait que Ousmane Sonko va appeler ses partisans à sortir, qu'on va assister à de nouvelles violences, c'est une sorte de piège que Macky Sall veut lui tendre pour lui bloquer la route. Sur ça, il comprend aujourd'hui que cette stratégie ne peut pas payer, c'est-à-dire envoyer ses militants faire barrage. Monsieur Samuel, vous savez que les militants descendent dans les rues pour réclamer justice ou réclamer ce que de droit par rapport à leur formation politique, à leur leader politique ou à leur opinion, et que ces citoyens se voient massacrés, se voient injustement traités, mais qui se retrouvent entachés par ces actes. Mais justement que c'est le parti au pouvoir. Alors si les militants descendent dans les rues, et que parce que quoi qu'il en soit, le président d'un pays, quand il prête serment, il dit je suis le président de tous les citoyens. Il n'est pas que président de son parti politique, des citoyens qui sont de son bord politique. Non, il est citoyen de tout le peuple. Et il est président pour tout le peuple. Alors donc, si l'on est président pour tout le peuple et qu'il y a des citoyens de ce peuple qui expriment leur opinion, alors il est tout à fait inconcevable. Ce n'est même pas de bon sens que l'on martyrise, que l'on massacre, que l'on traite mal ces citoyens-là qui expriment une certaine opinion, qui exprime des préoccupations. Alors donc, ça n'a rien à voir avec l'opposant Sonko, parce que c'est une question de responsabilité. Et vous avez vu même récemment, lorsque des citoyens sont sortis et que par la suite de ça, ça a été du massacre, et que les gens ont subi des arrestations, etc. Mais qui est-ce
Qu'est-ce que tout le monde retient sur les lèvres? Et ça, c'est Kaka Déby, le fils de Didi Déby, ou le premier ministre en question. C'est ni aucun opposant. Donc, du coup, il ne faut pas voir là ce fait que, non, que si les citoyens descendaient dans les rues, que cela se répercuterait sur l'opposant en question. Non. Non. Alors moi, c'est ce qui me rassure toujours, comme quoi c'est une situation, et ma foi, je crois que il y a quelque chose qui il y a des discussions, il y a quelque chose, il y a une démarche politique, et c'est cette démarche, au regard de cette démarche politique-là, qui fait que l'opposant Sonko aurait demandé à ses militants de ne pas descendre dans les rues. Oui. Alors, toute cette situation arrive quand même au niveau du Sénégal parce que on prête à Macky Sall l'intention de vouloir briguer un troisième mandat. Pour le moment, le président lui-même ne s'est pas exprimé sur le sujet, mais ses opposants sont convaincus. Il a bien envie de s'offrir un troisième mandat. Ce n'est qu'un procès d'intention, à votre avis? Mais non, monsieur Samuel, on ne peut pas parler de procès d'intention parce que les acteurs politiques, d'abord, ce sont des acteurs politiques qui sont présents à l'Assemblée. Et vous savez, le monde politique, c'est un monde où il y a un peu de tout. Donc, il peut y avoir des supputations, il peut y avoir des actions qui ne disent pas leur nom, et au même moment, je vous dis qu'il y a même des indiscrétions, des gens même qui, du parti au pouvoir aussi, qui, etc., peuvent avoir des liens avec d'autres, d'autres bords politiques, et ça suppute. Bon, et aussi, également, il peut aussi avoir une stratégie, du parti au pouvoir, de prendre certaines démarches, d'adopter certaines démarches pour essayer de sonder la réaction des uns et des autres, et que ce soit le monde politique, le monde de la société civile ou les citoyens lambda. Bon, donc, sans que pour autant le président lui-même ne s'affirme, ne dise ouvertement. Alors donc maintenant, lorsque on fait ceci, on tâte le terrain, et maintenant ce qui a fait, tout ce qui peut y avoir comme préalable, et que on arrive à comprendre que lorsque ces préalables-là sont déployés, et que ces préalables pouvaient garantir l'assurance, la sérénité de pouvoir passer tranquillement, alors là, en ce moment-là, vous verrez que c'est comme par exemple, monsieur Samuel, je vous donne juste un exemple. Vous avez vu, en Côte d'Ivoire, monsieur Ouattara, dans un premier temps, il n'a pas dit ouvertement qu'il serait candidat pour un troisième mandat. Alors on a vu toutes les manœuvres en sourdine qui ont été entreprises, et toutes les diversions éventuelles à travers, dans un premier temps, on choisit tel comme candidat, après il décède, un autre encore, il décède, et puis bon, finalement, bon, donc ils ont de ces manœuvres-là, de ces façons de faire là, qui non seulement tendent à tromper la vigilance des citoyens ou à tâter leur poule, et en ce moment trouver le mécanisme, s'ils trouvent le mécanisme qu'il faut en ce moment, au bon moment, ils s'y lancent. Mais si cela ne s'y prête pas, bon, ils se résignent, et puis ils passent l'éponge, et ils passent le témoin. Dans le cas du Sénégal, est-ce que la manœuvre va être facile pour Macky Sall? Oui, c'est un peu compliqué, parce que lorsque nous avons toujours le souvenir du passé récent, où Macky Sall lui-même, qui s'était dressé contre le président Wade. Alors, donc, ma foi, je crois que personnellement, je crois que ceci doit vraiment interpeller le président Macky Sall lui-même, à ne pas s'entêter dans cette logique là, et aussi ce qui rend dubitatif les populations également, c'est ce protocole additionnel de la CEDEAO auquel le Sénégal, M. Macky Sall, a dit non, dont il s'est soustrait de la signature. Alors donc tout ça aussi également constitue des éléments. Tout ça constitue des éléments qui font croire à beaucoup de gens comme quoi il a des intentions, il a des intentions de tout faire. Bon, mais jusqu'alors la Constitution, je crois, n'est pas encore
touché. Et ma foi, si même il doit être candidat pour un troisième mandat, et ce n'est pas quelque chose qui devait être juste, ça doit répondre à certaines normes, des normes constitutionnelles, etc. Alors donc il y a certaines conditions qui doivent être remplies. Et tant que ces conditions ne sont pas remplies, ma foi, je crois que bon, c'est un projet qui ne fait objet que de supputation. En même temps, on a vu, vous l'avez évoqué dans le cas de Macky Sall lui-même, on sait qu'il est devenu président parce que Abdoulaye Wade voulait s'offrir un troisième mandat, c'est ce qu'il a propulsé. Est-ce qu'aujourd'hui, les opposants ne sont pas aussi en train de fausser de combat en voulant empêcher peut-être forcément le président d'avoir un troisième mandat? Pourquoi ne pas le laisser aller et d'aller le battre dans les urnes simplement? Mais non, monsieur Samuel, vous savez, nous devons avoir la culture de la fidélité à des principes. Nous, en Afrique, nous souffrons toujours de cette carence de prise de conscience là de l'esprit républicain, de l'esprit patriotique. Et ma foi, je crois que pour toute société, il faut des lois. Et ces lois, chaque citoyen est invité à observer, à respecter l'esprit de cette loi. C'est ce qui nous garantit la bonne ambiance, l'ambiance d'acceptation mutuelle, le respect mutuel, la considération de l'autre et toujours, surtout, l'amour de la patrie. Alors donc, si nous sommes dans cette posture-là, nous comprendrons que nous ne pourrons plus être vulnérables à cette confusion-là. Cette confusion du leader de se voir plus important que le pays et donc cette confusion de sa personne vis-à-vis du pays, nous sortirons de cette confusion et nous serons beaucoup plus dans une posture futuriste où nous comprendrons que tout ne se limite pas qu'à nous. Tout ne se limite pas qu'au leader, tout ne se limite pas qu'au président. Et que un pays, c'est une continuité. Et cette continuité ne peut jamais être garantie ni assurée par un seul individu, fut-il président. Oui, mais est-ce que les opposants ont les moyens de le bloquer? C'est ça aussi la grande question aujourd'hui. Monsieur Samuel, vous savez, cette démarche-là, que voudrait, que l'on attribue au président Macky Sall de vouloir entreprendre, le bon sens recommande, j'insiste, le bon sens et le sens patriotique recommande de s'abstenir de ces genres de démarches pour garantir, assurer la paix, la tranquillité, le vivre ensemble et éviter des lendemains douloureux, parce que même ça a été un grand sacrifice pour les Sénégalais que comment l'appelle-t-on, que monsieur Macky Sall ou Abdoulaye Wade ne quitte le pouvoir après son deuxième mandat. Bon, maintenant, si la Constitution lui définit comme telle et limite le mandat à 2, si la Constitution limite le mandat à 2, alors donc il faudra respecter. Bon, maintenant, si les mandats ne sont pas limités dans la Constitution, si les mandats... En fait, dans la Constitution sénégalaise, les mandats sont limités. Mais peut-être ceux dont veut profiter le président Macky Sall, vous savez que lorsqu'il est venu au pouvoir, c'était un septennat. Après, il a changé la Constitution pour qu'on passe à un quinquennat. Et donc, en changeant de Constitution, vous savez qu'en Afrique, on pose toujours cet éternel problème de rétroactivité. Donc, on permet à ce que, comme on est entré dans une nouvelle Constitution, il peut encore briguer un autre mandat. C'est tout le débat. Monsieur Samuel, je le dis, je vais le répéter, je vais insister encore. Nous devons avoir la culture de l'esprit républicain, de l'esprit patriotique. Alors, que voulons-nous? Que faisons-nous? Agissons-nous pour l'intérêt de notre pays? Agissons-nous pour l'intérêt commun? Alors, si nous agissons pour l'intérêt commun, pour le bien de notre pays, je crois, ma foi, que nous devons nous abstenir de tout subterfuge à même de créer des confusions
à même de créer des situations qui, ma foi, ne nous élèvent pas, ou qui, ma foi, n'incarnent pas, ne répondent pas à l'intérêt général, hein, à l'intérêt patriotique. Alors, tout ça, ce sont des subterfuges. Que M. Macky Sall change la condition de 7 ans, du durée de mandat de 7 ans à 5 ans, bon, peut-être que c'est une mesure qui a eu l'assentiment de la classe politique. Hein? Et bon, maintenant, en le faisant, qui se disent que c'est un acte posé pour l'intérêt du pays et de la nation, et non pas pour son propre compte. Donc, nous devons pouvoir élever. Et puis, bon, je veux aussi oser. Je veux oser faire encore un autre rapprochement. Lorsque nous voyons que M. Patrice Talon, quand il venait au pouvoir, il a battu campagne avec son programme qui est que dorénavant qui est au Bénin, qui est un mandat unique de 7 ans, un mandat unique de 7 ans, et que chaque président qui arrive en 7 ans, il fait son mandat et qu'il part. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en venant, c'est là qu'il y a eu une nuance que les gens n'ont pas vraiment saisie. En venant, la Constitution a prévu 5 ans et limité à 2 mandats. Un mandat de 5 ans limité à 2. Alors maintenant, quand il est arrivé, il fallait quand même qu'il y ait des conditions juridiques, parce que ce que le candidat, le citoyen, divulgue comme ambition, comme programme, et sur la base de cela, vous le choisissez, il faut mettre une nuance entre cela et les dispositions constitutionnelles. Parce que ce qu'il a dit là, pour preuve, ça ne lui permet pas même de faire 7 ans à la tête du pays. Alors, avant qu'il ne fasse 7 ans, il faut que les conditions légales et constitutionnelles soient réunies avant qu'il ne puisse le faire. Et bon, donc il a essayé d'introduire, même s'il introduisait, quand il avait introduit, même si l'Assemblée votait que la loi était modifiée, il a déjà entamé un mandat de 5 ans. Il ne pourrait pas faire les 7 ans en question. Alors donc, lorsque son projet a été rejeté, donc il n'a pas trouvé alternative que de respecter la constitution actuelle, qui est celle de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors donc il a déjà fait 5 ans et il est déjà dans son 2e mandat. Bon, maintenant il n'a pas encore fini. On attend de voir, est-ce que jusqu'à la fin de son mandat il y aura une subterfuge ou... Lui il s'est quand même déjà prononcé dessus. Il a clairement dit que il peut pas aller au-delà. Il peut pas aller au-delà. Alors donc voilà. Bon, maintenant oui, il y a aussi une chose. Et ma foi, bon, ce n'est pas le débat, hein, ce n'est juste qu'un exemple, ce n'est pas le débat, mais s'ils sont l'idée de Septenant en un mandat unique lui tenait vraiment à cœur, je pense qu'il peut toujours aussi solliciter l'avis des Béninois là-dessus et faire ce travail, là, poser cette base-là avant de partir. Poser cette base-là avant de partir, peut-être appeler un référendum, les Béninois, pour qu'ils se prononcent sur le septennat unique, de manière à ce que cela soit acté dans la Constitution. Et maintenant, même si un référendum et que les Béninois se mettaient d'accord sur le septennat en question en un mandat unique et que cela a été acté par la Constitution, il resterait fidèle à sa parole de ce que il ne passerait pas le seuil de 2 mandats pour évoquer que, oui, entre-temps, il y a eu une modification constitutionnelle et que la loi n'étant pas rétroactive, donc il est obligé de se présenter encore pour un mandat et pour faire le septennat en question là. Bon, donc, vous voyez, tout ça dépend est-ce que je ne vais pas prononcer le mot bonne foi, mais je vais plutôt parler de l'idéal, de l'idéal patriotique, de l'idéal républicain qui incombe à nous les Africains de faire montre. Parce que si cet idéal-là, si nous faisons l'effort de le construire et d'évoluer dans cet idéal, je pense qu'il y a tellement de soubresauts, il y a tellement de couacs, il y a tellement de confusion, il y a tellement de situations que nous pourrions éviter. Et pour finir, Monsieur Samuel, moi je vous apprends même que lorsque le président Talon a annoncé son projet de mandat unique, nous, notre organisation, le Ton de la jeunesse patriotique, nous lui avons
avons adressé un courrier, que nous avons apprécié, que c'est une bonne idée qui pourrait éviter, c'est une bonne idée qui, une fois mise en œuvre en Afrique, pourrait éviter tellement de couacs, tellement de situations douloureuses, tellement par exemple, comme par exemple les élections fraudées, etc., que cela corrigerait beaucoup de choses. Mais bon, pourquoi pas, si on initiait un mouvement panafricain en ce sens-là, demander, réclamer au peuple africain de se mettre dans la danse et de réclamer que oui, au niveau de chaque constitution dans tous les pays, qu'il y ait cette solution-là de mandat unique septennant pour tout président qui arrive à la tête de tout pays. Vous faites 7 ans en un mandat unique, vous partez, quelqu'un d'autre vient. Je pense que ça va décrisper, ça va même malheureusement, nous n'avons pas été suivis et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va passer donc à notre second sujet. Nous parlons maintenant du Mali et du Burkina Faso. Pour son premier déplacement à l'étranger, Ibrahim Traoré, récemment désigné président de la transition au Burkina Faso, a rencontré à Bamako son homologue malien qui est venu personnellement l'accueillir à sa descente d'avion. Rien à filtrer de l'entretien entre les deux hommes, mais on le sait très bien, la lutte contre le terrorisme a été forcément sujet au cœur des discussions. Ce sont donc deux chefs d'État en treillis qui se sont retrouvés à l'aéroport Modibo Keïta. Nous allons écouter le capitaine Ibrahim Traoré, qui a été reçu par son homologue, le colonel Assimi Goïta. C'est une visite de courtoisie et d'amitié envers un peuple frère. Et le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Donc avec ce peuple, on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. C'est un pays frère, comme je vous l'ai dit, et nous partageons, vous le savez bien, une très large frontière. Ça fait 1200 km qui sont entre nous et on a beaucoup d'échanges de populations. C'est le même peuple, donc c'est un choix normal. Voilà, donc il a évoqué les défis sécuritaires auxquels les deux pays font face, ont sans doute été évoqués par les deux hommes. On va en parler tout à l'heure. Et nous accueillons finalement sur le plateau Georges Hérault qui nous a finalement rejoint. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir. Direct oblige, on a dû commencer. Effectivement. En tout cas, bonne arrivée. Oui. Alors, nous sommes donc maintenant du côté du Mali et du Burkina Faso. Le capitaine Traoré l'a dit, les deux pays partagent 1200 km de frontières, mais les deux pays partagent également une réalité, c'est qu'ils font face au terrorisme. Il y a nécessité de mutualiser les efforts. Oui, monsieur Samuel, vous savez, même si moi, sincèrement, franchement, je ne me sens pas vraiment à l'aise avec des militaires qui accèdent au pouvoir par la force. Je ne me sens pas vraiment à l'aise avec ça. Bon, mais néanmoins, il faut aussi reconnaître que c'est le contexte du terrorisme, et ils sont ceux-là qui ont été au contact des réalités sur le terrain. Ils ont vécu des situations qui, ma foi, peut-être c'est l'absence de certaines réponses qui, ma foi, peut-être les auraient poussés à prendre leur destin en main. Je dis leur destin en main parce que, quoi qu'il en soit, en tant que des hommes en treillis, ce sont eux qui sont toujours au contact sur les fronts. Et ma foi, si peut-être à l'endroit des dirigeants civils, ils expriment certains besoins ou certaines préoccupations dont ils n'ont pas une oreille, une écoute prépondérante à temps, à un moment, ils ne seront obligés de vouloir prendre leur destin en main. Et bien maintenant, cette démarche-là, cette rencontre-là, ma foi, je dis que dans la forme, oui, c'est tout à fait logique parce que le Mali et le Burkina qui partagent une même frontière sur plus de 1200 km apparemment, et ils ont les mêmes
préoccupation, c'est-à-dire le terrorisme, et le terrorisme qui les secoue pendant combien de décennies maintenant. Alors, donc, s'ils veulent mutualiser leurs efforts en matière de renseignement, en matière de technique, en matière de personnel, etc., c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais c'est que ceci s'inscrit dans quelle logique, dans quelle durée, dans quelle vision, si nous savons que au même moment ils sont contraints par des délais, il y a la CEDEAO qui est là, ils sont contraints par des engagements de passer les témoins, ou de laisser le peuple. Parce que de laisser le peuple choisir les dirigeants, c'est ce qui est la norme. C'est-à-dire, ils sont contraints de se mettre au pas, de s'adapter aux normes qui sont là, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir par la force. Alors donc, ils sont contraints de s'adapter. Alors donc, dans quelle durée, dans quelle vision est-ce que cela se ferait? Alors donc tout ça, ce sont des questionnements que nous autres, nous devons nous poser, mais à eux aussi maintenant de donner la preuve de toute cette démarche-là, de l'efficacité de toutes ces rencontres, de toutes ces actions qui peuvent initier ensemble dans la durée surtout, et également dans le résultat, dans le résultat que les populations que nous remarquerions compte tenu de cette démarche, de cette action-là qu'ils entreprennent. Et aussi pour finir, je voudrais aussi dire que ma foi, tout ça là, ils sont des militaires, mais actuellement ils sont au cœur de la politique, ils sont des hommes politiques. Alors maintenant, qu'est-ce qui est derrière en amont, qu'est-ce qui est dans le fond, qu'est-ce qui est derrière, quelle démarche est-ce que ceci cache également, on ne sait pas, on observe. Justement, Georges Hérault, est-ce qu'il s'agit simplement pour ces deux hommes d'une simple visite pour discuter des questions de lutte contre le terrorisme, ou bien il s'agit aussi pour le capitaine Traoré du Burkina d'aller à l'école de Goïta qui, on le sait aujourd'hui, a réussi ce que, disons, l'impensable, à rompre avec la France, à mettre la France devant ses responsabilités. Est-ce que c'est aussi ce que le capitaine Traoré est venu apprendre? Bon, je ne crois pas. Je pense que là où mon co-débatteur a chuté, je vais plutôt commencer par là-bas. Et c'est le contexte qui oblige. En fait, aujourd'hui, nous savons qu'un seul pays ne peut même pas se permettre de dire qu'il peut lutter efficacement contre le terrorisme. Il faut la mutualisation des efforts. Il faut que les pays acceptent de partager les renseignements, acceptent se former ensemble, se doter d'un certain nombre de moyens communs, que ce soit militaire, que ce soit en matière du personnel, etc. Et se doter aussi d'un certain nombre de secrets. De savoir que Goïta était bien là avant Traoré, et que c'est le Mali qui est plus secoué par cette affaire de terrorisme, bien avant le Burkina. Mais aujourd'hui, c'est que l'on note aujourd'hui que le Burkina est vraiment au cœur des objectifs des terroristes, de telle manière que ils sont passés comment on l'appelle, de la transition d'Amiba à la transition de Traoré. Et donc Traoré ne veut pas qu'un jour qu'on dise que lui aussi il n'a pas pu faire l'affaire, et donc il y a une autre transition qui va se mettre en place. Donc je pense qu'il est en train de prendre les taureaux par les cornes et passer par des voies et moyens pour pouvoir subvenir. En fait, quand nous disons l'école de Goïta et nous comparons par rapport à la France, ou bien nous prenons l'exemple que Goïta a tenu, entre guillemets, tête à la France, c'est tout simplement que nos pays en matière de terrorisme sont éprouvés. C'est-à-dire qu'à l'épreuve du terrorisme, nous avons constaté les lacunes en matière de gestion de nos pays. Vous voyez le Burkina, quand on dit que les soldats au front des batailles ont faim,
et ils cherchaient de la nourriture jusqu'à ce que le terroriste vienne les frapper. Ça, c'est l'impensable. On ne peut pas imaginer que ça peut arriver ainsi. Mais avec le terrorisme, nous avons vu les lacunes dans la gestion de certains pays. Et donc, du coup, ils voudraient, à un moment donné, anticiper sur les problèmes. C'est-à-dire que voir dans quelle mesure diversifier le partenariat ou bien les partenariats pour qu'avec le Mali, ils puissent arriver à contrôler les frontières. Parce que, vous savez, la frontière de nos pays africains, sont peureuses. C'est-à-dire les frontières sont peureuses de telle manière que les allées, les retours ne sont pas tellement contrôlés. Quand on parle de frontières de plus de 1200 km, c'est énorme. Ça veut dire tout simplement que si vous voulez mettre les forces de défense et de sécurité sur 1200 km, est-ce que vous avez suffisamment de personnel? Donc, est-ce qu'avec le Mali, il ne peut pas le partager 600 km? C'est des stratégies comme ça que je pense qu'il veut mettre en place. Parce qu'au-delà de mettre, de tenir tête à certains partenaires au profit d'autres, je pense que le peuple, c'est la vie du peuple qui est en jeu. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on ne doit pas, nous en tant qu'Africains, nous ne devons plus penser à ces partenaires-là, effectivement, qui ne veulent pas nous faciliter la tâche, mais nous ne devons pas aussi penser que c'est en tenant tête seulement aux partenaires que nous serons aimés par nos populations. Plutôt de mettre les actions appropriées en place, les actions qui peuvent permettre d'éradiquer les causes du terrorisme. Et c'est en cela qu'il y a notre salut. Sinon, le reste, c'est du dilatoire. À un moment donné, ça va le rattraper s'ils se mettent à dire France dehors ou bien quelque chose comme ça. Et puis, mais ça, on l'a déjà entendu dans les manifestations qui ont accompagné l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré. On a déjà vu des gens demander le départ de la France. Demander quand même qu'on puisse envisager d'autres partenariats. Oui, il y a une chose, c'est de demander le départ. L'autre chose est de savoir dans quelle mesure on peut arriver à faire quoi? À trouver solution aux problèmes de ces manifestants-là. Les manifestants, ce n'est pas eux qui donnent les orientations. Je peux l'appeler, c'est des opinions, mais ce n'est pas eux qui dirigent le pouvoir. Celui qui dirige le pouvoir donne les orientations. Aujourd'hui, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui dirige le Burkina Faso. Ce que les Burkinabés veulent, c'est la sécurité. C'est la paix dans leur pays. C'est que chacun puisse vaquer librement à ses occupations. S'il arrive à trouver solution à ces problèmes, à la misère, je pense que ces manifestants-là ont donné leurs opinions, mais leurs opinions ne prendront pas le dessus par rapport à... Oui. Alors, justement, s'il réserve quand même sa première visite au Mali, ce n'est pas non plus anodin. On connaît aujourd'hui la position du Mali. On sait que dans les questions de lutte contre le terrorisme, le Mali a décidé de quitter le G5 Sahel. Le Mali a décidé aujourd'hui de changer de partenaire. Est-ce que ce n'est pas aussi en filigrane tout ça dont veut s'inspirer le capitaine Traoré? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, monsieur Samuel, quand je disais que c'est ça, cette rencontre-là, avec cette annonce de coopération face aux enjeux du terrorisme, que c'est ce qui est la forme. Mais dans le fond ne dit pas son nom. Bon, maintenant, avec votre analyse et votre rapprochement, je crois que c'est tout à fait logique. Et ça pourrait être également une réalité. Ça pourrait être une réalité, et ma foi, je pense que l'essentiel, c'est de trouver des solutions appropriées pour la quiétude des populations, pour éviter au pays d'être toujours
exposés à ces fléaux, à ce danger qu'est le terrorisme. Et ma foi, je crois que c'est ça la finalité. Bon, maintenant, tout à l'heure, quand parlait mon collègue, monsieur Georges, vous savez, nous ne devons pas nous voiler la face. Nous devons pouvoir nous dire la vérité, c'est que les populations africaines sont pour la plupart du temps naïves. Il y a une grande naïveté au niveau des populations. Et vous savez, tout n'est pas question, de toutes les façons, surtout les militaires en question qui montent au pouvoir. Et je crois que la priorité, ce n'est pas de voir se faire aimer par les populations, le sentiment. Non, parce que lorsqu'on estime que quelqu'un prend le pouvoir par la force, c'est que cette personne a remarqué des manquements et qu'ils sont venus pour arranger, corriger. Donc, c'est une mission de courte durée. Et donc, il faut plutôt se focaliser sur cette mission de courte durée-là, l'exécuter, et puis et libérer le plancher. Bon, maintenant, si à défaut de cela, c'est plutôt des mouvements, etc., on a aimé des populations, donc là, ça redevient une démarche qui ne dit pas son nom. Alors, monsieur Nkoulou, je vous propose de marquer la pause. Le débat est intéressant sur la question du Mali et du Burkina Faso. On va revenir là-dessus juste après le journal.